Je mets la caméra. Ok, moi je te vois au niveau de la caméra. Vous voyez. Bien, je la réduis pour moi. Bien, j'ai mis le son. Par contre, je vois pas ta présentation. Document distribué. Voilà. Ouais, mais Ça, il faut. Je descends sur la petite. Page. les gens n'ont jamais trouvé ça. Est-ce que vous voyez ma présentation? Ouais, moi j'ai trouvé. Moi, C'est dans le document Oui, distribué. mais est-ce que tu la vois Non. en projection? Non. C'est marrant parce qu'on ne la voit. Tu Il n'y a peux pas de afficher? présentateur. Je ne suis pas en présentateur. C'est pas... Alors, il n'y a pas de présentateur. Ah, attends, je vais faire un mauvais doux. Donc là, je ne suis pas en présentateur. C'est donc dire que moi, il ne voit pas ce que je fais là. Ouais. Changer le présentateur. Vas-y. Moi. Alors, Ellie te voit. Je vais afficher mon écran. Normalement, ça doit être bon là. Ah, ça y est. Il me voit, vous me voyez, normalement, tout le monde me voit, normalement. Oui, Là. il faut se mettre en présentateur, d'accord. Ça, c'est toi. Parfait. Donc, normalement, Je te vous vois voyez, petit en haut. j'ai affiché. Ouais, exactement. Je vais lancer l'enregistrement dans quelques instants. Nous avons 7 participants. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous commencerons dans quelques instants. On finit quelques réglages. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Yann. Nous terminons quelques réglages et nous allons commencer. On commencera à 6 heures comme prévu. Bonsoir. Donc, ok, la présentation apparaît. Affichage de l'écran principal, c'est parfait. Tac. Sur le chat, il est là. Tac. Est-ce que tu vois mon message? Bonsoir à tous, Lélie? Super. Donc, on va se remettre sur le tableau de bord. Très bien. Ok. Donc, la durée qui a été remise, c'est 45 minutes. Ok. Je suppose que le son, a priori, c'est bon, là. Alors, pour ceux d'entre vous qui êtes déjà connectés, j'espère que la qualité de l'image est bonne, j'espère que le son est bon. Si vous mettez un petit message pour nous dire que tout marche bien, ce sera parfait. Et, ouais, comment tu veux privé ou... Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Le son et l'image, tout va bien? Il n'y a pas de commentaires. Là. Je ne sais pas s'ils m'entendent bien. Si, c'est dans les questions, en fait. Tu le vois? Les choses écrites dans les questions. Ah, Dans le chat. d'accord. Ah, bonsoir depuis Dakar. Oui, ça va, tout marche très bien, super. Parfait, merci beaucoup, oui. Super, parfait. Alors, vous pouvez communiquer avec nous à travers les questions ou à travers le chat, comme vous le souhaitez. Nous commencerons à 18 h, comme convenu. Ok. Ils sont pas allés sortir.
Du coup, je les ai Tu dessus. fais une minute, t'entends bien, donc c'est parfait. Super. Ce que je vais faire, c'est lancer l'enregistrement. Comme ça, au moins, il sera lancé. On pourra faire un montage ensuite. Voilà, voilà, nous enregistrons. Et Oui, comme tu as fait. Ouais, ok. Bon. il est 17h55. Nous commencerons dans 5 minutes. Du coup, je rentrer. Ouais. D'accord, tu poses des questions. Ça tombe direct. Ouais. Ok. Parce que moi, je sais très bien pas qui je suis. Ça, c'est. Oui, je sais. Ce soir, on fatigue. Toutes les journées. C'est bien ce qu'il m'a dit. Oui, d'accord. Juste que je vois des candidats que j'accompagne d'ores et déjà dans leur candidature au master spécialisé transformation digitale, marketing et stratégie. Je suis ravie de les retrouver ici et qu'ils m'avaient promis de s'inscrire à ce webinaire. Bonsoir Yann. Bien, bonsoir à tous. Nous commençons dans 3 minutes. Je vois que vous arrivez tout doucement sur la plateforme. J'espère que vous allez bien. Nous avons Agnès, nous avons Aurélien. Bonsoir Agnès, bonsoir Aurélien, bonsoir Elie, bonsoir Mohamed, bonsoir Raphaël, bonsoir Romaric, bonsoir Yann. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. Vous n'hésitez pas à interagir avec
Il est 17h59, nous commençons dans 1 minute. Je vois que vous continuez à arriver sur le... Je vous vois apparaître sur la boîte de chat. Eh ben, teste Lily, dans ce cas-là. Eh bien voilà, il est 18h. Nous allons donc commencer. Les autres participants qui ne sont pas encore là, je vois que vous arrivez pile à l'heure, pile à 18h. Je vois du monde arriver. Ponctualité. Tout à fait. Bien, bonsoir. Bonsoir, je suis Jean-Philippe Timsit. Nous allons faire un webinaire ensemble ce soir sur qu'est-ce que la transformation digitale, un webinaire EM Lyon. Nous avons le plaisir de vous recevoir ici sur la plateforme GoToWebinar. Je suis accompagné de Lily, ma compère. Bonsoir. Avec qui vous allez communiquer via les questions que vous poserez ou via la boîte chat. Donc c'est avec elle que vous communiquez et Lily me transmettra les questions et puis vous communiquera des liens ou des éléments qui peuvent vous intéresser en fonction des questions que vous posez. Donc nous allons commencer le webinaire. Alors ce qui nous a conduit à créer ce webinaire, c'est la chose suivante, c'est qu'on nous pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que la transformation digitale. Il se trouve que moi, je dirige le master transformation digitale, marketing et stratégie. Et comme c'est une question qui nous est régulièrement posée à travers des personnes en fait qui veulent avoir des informations sur le programme ou à travers des candidats ou ce genre de choses, eh bien, on s'est dit, on va faire un webinaire. De cette manière-là, on va essayer de clarifier des choses pour que vous voyez, vous, tous, en tant que personne intéressée par la transformation digitale, qu'est-ce qu'on entend par transformation digitale, et puis quels sont les métiers, quels sont les types de carrières en fait qu'on peut attendre lorsqu'on suit une formation en transformation digitale ou juste quand on veut se muscler dans le domaine de la transformation digitale. Donc voilà, le webinaire va être construit de la manière suivante. Je vais présenter pendant environ 20 à 25 minutes. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais d'être factuel. 20 à 25 minutes. Et pendant ce temps-là, vous pouvez poser autant de questions que vous le souhaitez sur les sujets qui vous intéressent, la transformation digitale ou ce qui est adjacent, connexe à la transformation digitale. Et ces questions seront transmises par Lily. Avec Lily, nous répondrons et nous vous communiquerons des éléments qui pourront vous permettre d'avancer dans votre réflexion sur est-ce que la transformation digitale peut me permettre d'avoir un métier, de faire un métier qui me plaît, ou est-ce que la transformation digitale, c'est le type de réorientation de carrière que je souhaite en fonction de ce que vous faites dans la vie. Voilà. Donc, transformation digitale, de quoi on parle? Eh bien, tout d'abord, je vais vous parler de la chaîne de valeur. Je prendrai l'exemple de PNL. Parce que, quoi qu'on en dise, rien ne vaut un bon exemple pour comprendre de quoi on parle. Puis ensuite, j'aborderai le point qui est important, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de transformation digitale? Et puis, une fois qu'on a compris pourquoi est-ce qu'on en parle, le point qui est important, c'est qu'est-ce que c'est exactement? De quoi est-ce qu'on parle? Puis ensuite, je traiterai la notion de facette de transformation digitale. Il y a trois aspects différents de la transformation digitale qui fait qu'on se positionne d'une manière différente face à la transformation digitale, mais aussi qu'on envisage des carrières différentes et qu'on fait ensuite des métiers qui sont différents. Puis ensuite, nous passerons à la phase de discussion. Donc, vous n'hésitez pas, vous posez autant de questions que vous voulez au fur et à mesure, et j'y répondrai par la suite. Je me suis trompé sur la date, je le vois en bas des slides, je le corrigerai. Alors, juste pour information, vous avez tous les slides que je traite là, vous les avez en téléchargement sur la petite boîte document joint. Je corrigerai la date en bas, donc ne téléchargez pas tout de suite. À la fin du webinaire, je corrige la date et je vous remets une version avec la bonne date. Sauf si vous êtes gourmand et que vous le voulez tout de suite. Bien, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de chaîne de valeur et pourquoi est-ce que la notion de transformation digitale est très liée à la chaîne de valeur? Alors, vous devez connaître cette affiche. C'est l'affiche qui a été placardée un petit peu partout dans la plupart des grandes villes de France, Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, qui a été placardée. Cette photo date du 25 janvier 2017. Vous connaissez tous PNL. Ce que vous voyez, c'est l'affiche du personnage principal des clips de PNL, Béné part 1 et partie 2. Et en fait, l'une des questions que s'est posée PNL, c'est la question suivante. Comment on fait pour transformer des personnes qui regardent la chaîne YouTube, 12 millions, 15 millions, 20 millions de vues pour certains clips, comment est-ce qu'on fait pour les transformer, ces personnes-là, en clients? Comment on transforme une audience en clients? Comment est-ce qu'on fait pour faire ça?
Norman a eu beaucoup de difficultés à faire ça. Norman a 12 millions d'abonnés et Norman, quand il a commencé à faire des spectacles, il y avait 10 personnes dans la salle. Ça marchait très mal. Il lui a fallu 4 ou 5 ans pour remplir des zéniths. Il a fallu du temps pour remplir des zéniths parce qu'il est difficile de transformer une audience YouTube en client. Et parce que PNL a fait, c'est la chose suivante. Ils ont placardé partout cette affiche avec ce personnage, qui est un personnage que tous les fans de PNL reconnaissent, avec un numéro de téléphone. Et lorsque les personnes ont appelé le numéro de téléphone, au lieu de tomber sur un répondeur ou sur un message, ils sont tombés sur la dernière chanson de PNL, la partie 3 de Béné. Et donc, les personnes qui ont écouté cette chanson donc les numéros de téléphone des personnes ont été envoyés dans un fichier base de données qui a permis de ce qu'on appelle scorer les leads, en fait. Donc, générer du lead, générer du prospect qualifié et donner un score. Bah oui, effectivement, si vous écoutez la chanson 3 ou 4 fois que c'est le même numéro qui appelle, vous êtes vraiment accro, hein. Si vous écoutez qu'une dizaine de secondes et que vous raccrochez, c'est que vous n'êtes pas intéressé. Et en fonction de ça, ces personnes-là ont ensuite reçu un SMS lors de la tournée PNL pour les encourager à acheter un billet pour le concert. Et ces billets qui étaient reçus, cette campagne de communication par SMS était localisé en fonction de l'endroit où les gens avaient appelé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, PNL a généré un dispositif de génération de leads et ce dispositif de génération de leads a transformé une audience en client. Ça veut dire que PNL a transformé la chaîne de valeur qu'ils utilisaient, que dans la musique on utilise généralement, qui est on sort un album et on fait une promotion. Et ben eux, ils ont transformé la chaîne de valeur. Ils ont créé de la valeur d'une manière complètement différente. Eh ben, c'est ça la transformation digitale. La transformation digitale, c'est prendre un business et le transformer, changer complètement les processus de création de valeur pour en faire quelque chose d'autre, quelque chose qui correspond à une audience. C'est ça la transformation digitale d'une chaîne de valeur. Donc voilà comment a procédé PNL, mais je pourrais vous donner un très grand nombre d'exemples différents. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de transformation digitale? Pourquoi est-ce que c'est un sujet aussi chaud? Eh bien, regardez la couverture du Forbes du 12 novembre 2007 où Nokia était les maîtres du monde. Aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé avec Nokia. On sait ce que Nokia est devenu. Parce que Nokia s'est pas transformé. Nokia s'est pas adapté à l'évolution des comportements des consommateurs. Alors là, vous m'entendez parler de choses que vous pourriez penser comme étant un peu traditionnelles. Hein, on peut parler de RP, de CRM, d'EDI. L'EDI, c'est un peu moins traditionnel, soit les documents électroniques. Donc, ça fait 15 ans qu'on en parle. Pourtant, on parle de transformation digitale maintenant. Est-ce qu'on n'utilise pas juste un mot nouveau, un mot récent, pour désigner des choses qui sont déjà anciennes? Est-ce qu'on n'est pas juste face à un effet de mode? En fait, non. Les choses, elles ont changé. D'abord, le comportement des consommateurs a changé. Maintenant, tout le monde a un téléphone portable dans sa poche. Ce téléphone-là, il a un effet, c'est qu'on est en contact direct avec l'information. Ce qu'on appelle la mobilité. La notion d'algorithme envahit nos vies. Les réseaux sociaux sont présents partout, avec le référencement et avec le fait qu'on est conseillé par d'autres en termes d'expérience de consommation. Le pouvoir des négociations des clients a changé parce que maintenant nous sommes en information avec des marchés où l'information est quasiment parfaite. On est au courant de ce qui se passe. On ne peut plus avoir un restaurant qui pratique des prix que personne ne connaît. Tout le monde le sait à travers TripAdvisor. La notion de barrière à l'entrée en ce moment est complètement à revoir. Oui, pour protéger un marché, comment est-ce qu'on protège un marché quand votre concurrent potentiel, c'est juste quelqu'un qui est allé assister à une conférence à Paris et qui, lorsqu'il ne trouve pas de taxi, rentre chez lui, travaille pendant 2 ans sur un algorithme, puis crée Uber. Votre concurrent, aujourd'hui, c'est peut-être une jeune fille qui a 14 ans, qui est dans le bâtiment à côté de l'endroit où vous travaillez, qui est en train de travailler sur une application. Cette application va se substituer à votre service. La notion même de structure de marché change. Toutes ces choses-là changent. Et donc, les enjeux aujourd'hui générés par la révolution digitale, les enjeux de la transformation digitale, ils sont vraiment renouvelés. Et aujourd'hui, les perspectives sont absolument fabuleuses. Parce que le niveau de compétence dans le domaine digital est assez faible pour le moment. Donc, si on se forme, si on se muscle vraiment, on arrive avec un vrai avantage concurrentiel, c'est-à-dire une vraie compréhension de ce qu'est la révolution digitale et de ses effets sur les entreprises, c'est-à-dire la transformation digitale. Alors, qu'est-ce que c'est que la transformation digitale? Sémantiquement, en fait, ça peut vouloir dire plein de choses. Quand on parle de transformation, est-ce qu'on parle de conversion, de changement, de renouvellement, de mutation, de transmutation, de révolution? En fait, le terme transformation, c'est un terme polysémique. C'est-à-dire ce mot unique signifie plusieurs choses à la fois. Il signifie évolution des organisations. Oui, parce que la transformation digitale, elle touche pas uniquement les entreprises, elle touche aussi les hôpitaux, les tribunaux, elle touche la plupart des organisations humaines. Parce que rappelez-vous, la transformation digitale, c'est surtout une question de personnes. La transformation digitale, c'est un processus. Elle est dynamique, elle change tout le temps. Elle est radicale. On ne reviendra pas en arrière. Et
transformer, c'est changer les processus, et ce qui induit une forme de modernisation. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que le monde ancien est mort. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les gens aujourd'hui se comportent d'une manière différente parce que les technologies ont changé, mais ce n'est pas les technologies qui comptent. Ce qui compte le plus, c'est l'usage des technologies. Et ce qui est fondamental, c'est de concevoir ces dynamiques à travers des objectifs. Et là, donc ça, c'est pour le terme transformation, mais maintenant parlons du terme digital. Alors, de temps en temps, vous entendez digital, vous entendez numérique. Utilisons ces termes pour l'instant de manière plutôt synonyme. Ce que le digital ce à quoi le digital fait référence, c'est le passage d'un monde avec des processus analogiques vers un monde avec des processus numériques. Et comme la littérature est grandement anglo-saxonne dans le domaine du management, eh ben c'est plutôt le terme digital qui s'est imposé. Mais vous pouvez tout à fait dire transformation numérique. Le terme numérique est plutôt utilisé en sciences exactes, en sciences de l'ingénieur, en physique, on utilise plutôt le terme numérique. Donc le terme digital ou numérique, vous pouvez utiliser le terme qui vous convient. Ça dépend de la communauté à laquelle vous appartenez, ça dépend des gens avec qui vous parlez. Pour ma part, la littérature que j'utilise est une littérature qui est plutôt anglo-saxonne, parce que je suis professeur de stratégie digitale, et la stratégie est une discipline dont la littérature est en grande partie anglo-saxonne. Donc j'utilise plutôt le terme digital, mais je pourrais dire stratégie numérique. Alors j'ai parlé de processus à plusieurs reprises, mais c'est quoi les processus de transformation digitale? C'est le fait que les fichiers des clients aujourd'hui sont partagés, ils sont numérisés, les devis sont automatisés, le profil des clients est affiné. Nous parlons de persona. Le persona, c'est-à-dire un grand nombre de profils de clients qui sont construits sur les comportements de ces clients. Parce qu'aujourd'hui, on peut comprendre les comportements des gens. Les processus P sont changés. Le recrutement est changé. Globalement, aujourd'hui, il y a des unifications de bases de données à travers les ERP. Et donc, globalement, tous les processus de l'entreprise sont en train de changer. La digitalisation change les processus de l'entreprise. Et donc, c'est ça, la transformation digitale. La transformation digitale, c'est la digitalisation, ou numérisation si vous le préférez, des processus de l'organisation. Certains processus créateurs de valeur sont numérisés. Certaines activités de soutien deviennent créatrices de valeur. Ça veut donc dire qu'on n'analyse pas le marché, mais on analyse l'organisation lorsqu'on parle de transformation digitale. Lorsque je parle d'organisation, je parle d'entreprise, mais aussi d'associations, de collectivités, je parle de la fonction publique. Globalement, nous transformons des organisations et comme le ressort des organisations pèse sur les individus, bien oui, le rôle des individus est en train de changer. La technologie les change. Mais attention, ce qui compte le plus, c'est l'usage. Je le répète encore une fois. Nous avons plusieurs niveaux d'analyse qui sont les niveaux corporate, les niveaux business. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la transformation digitale a vocation à créer de la valeur. Et à partir du moment où on parle de valeur, on parle de business model. Alors, il y a 3 facettes différentes de la transformation digitale. Il y a tout d'abord les prémices, puis ensuite les processus eux-mêmes et les objectifs. Et ces 3 facettes se nourrissent les unes les autres. Alors tout d'abord les prémices. Pourquoi conduire une transformation digitale? Parce que le chef d'entreprise a lu un article dans les Échos, ou parce que les copains font pareil, ou parce que les concurrents font pareil? Est-ce qu'on le fait par mimétisme? Est-ce qu'on le fait par angoisse parce que le monde est en train de changer? Est-ce qu'on le fait parce que la concurrence est plus agressive? Est-ce qu'il y a une pression de la clientèle qui demande de nouveaux services? Globalement, la transformation doit être justifiée en termes de processus. Alors oui, quand on parle de transformation digitale, on parle d'augmentation du niveau de service pour les clients. On parle de modification de relations de pouvoir ou de force avec les concurrents. On parle de compréhension du comportement de l'audience. Donc oui, en termes de prémices, on réfléchit d'une manière différente, c'est tout à fait exact. En termes de processus, il y a 3 grandes dimensions. Il y a une dimension managériale, la relation qui repose sur les individus, la technologie est secondaire, la clé est dans les usages, j'ai déjà dit plusieurs fois. Il y a une dimension organisationnelle. Organisationnelle, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'organisation va fonctionner sur des ressorts différents, elle va fonctionner d'une manière différente, parce que la technologie est quand même structurante. Et c'est le 3e élément, la dimension technologique. Eh oui, la transformation digitale repose sur l'emploi de technologies qui sont spécifiques, puisque si on digitalise des processus, on doit les digitaliser en utilisant certaines technologies qui étaient moins répandues avant et qui sont plus répandues maintenant, qui se sont popularisées. Et ça signifie plusieurs choses. Ça signifie que ces emplois de technologie introduisent la création de nouvelles fonctions, de nouvelles techniques, donc de nouveaux métiers. Par exemple, dans le domaine du marketing, aujourd'hui, on parle de marketing automation, de personnes qui sont capables de générer de créer des dispositifs de lead generation, de lead nurturing. Lead nurturing, ça veut dire qu'on crée du lead et qu'on nourrit ces leads de manière à les rendre tous le plus chaud possible. Globalement, des prospects deviennent des clients. On parle de lead scoring, c'est-à-dire qu'on attribue des points à des leads. Ces compétences techniques ne s'inventent pas.
faut se former à ça. Et quand on se forme, en fait, on est sur des compétences techniques de très haut niveau. Elles permettent vraiment de générer de la valeur. Lorsqu'on parle de data, on parlerait de data analyst, de data strategist, qui sont des métiers qui sont assez récents. Lorsqu'on parle de système d'information, la question de la sécurité se pose vraiment, mais on parle aussi de product owners, qui sont globalement des chefs de projet. On parle de Scrum Master. On parle de personnes qui sont capables de gérer un projet en méthode agile. Lorsqu'on parle de gestion de ressources humaines, eh ben, la question qui se pose, c'est votre entreprise est telle qu'elle est, mais quelles sont les compétences dont votre entreprise aura besoin dans 5 ans? Puisque ces compétences dont vous aurez besoin dans 5 ans, il faut les créer dès maintenant. Donc, la transformation digitale affecte aussi les RH. On parle de comptabilité analytique, parce que la question de la structure des coûts est absolument fondamentale. On parle de modification de la fonction vente. J'ai créé une chaire sur cette question. On parle de parcours client. Quel est le processus qui fait que du moment où on touche le prospect jusqu'au moment où il devient un client, par où est-ce qu'il est passé? Comment est-ce qu'on l'a touché? Comment est-ce qu'on l'a transformé? Comment est-ce qu'on procède pour faire tout ça? Eh bien, tout ça, c'est la transformation digitale. Tous ces métiers-là, eh ben, pour l'instant, ils existent de manière extrêmement marginale. Il faut savoir que je dirige un autre programme qui s'appelle TDO, Transformation digitale des organisations, programme dans lequel je forme des dirigeants. Et ces dirigeants, ils me disent quelles sont les compétences dont ils ont besoin et qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui sur le marché. Eh ben, c'est ce qu'on fait dans le master TDMS, Transformation digitale, marketing et stratégie. Les besoins des dirigeants me sont communiqués. Je dirige ce programme TDO. Et je dirige aussi TDMS, qui permet aussi de former des jeunes à des compétences qui sont en adéquation avec celles qui sont demandées par les dirigeants. Ce qui fait que les dirigeants sont contents, ils trouvent les compétences, et les jeunes que nous formons en formation initiale, ben, ils sont contents parce qu'ils sont formés aux compétences qui sont demandées aujourd'hui sur le marché. Pas ce que les gens disent, mais ce que les gens font réellement. Et là, c'est un des objectifs. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on se transforme pour le profit ou pour la valeur, pour la survie, pour la croissance? Les raisons de transformation, elles sont toutes différentes. Toutes les entreprises ont des objectifs qui sont différents. Mais quel que soit l'objectif, pour les réaliser, il y a besoin de compétences techniques de haut niveau et de compétences managériales, bien entendu, mais des compétences de haut niveau. C'est de ça dont on parle quand on parle de transformation digitale. Gardez donc en tête que votre transformation digitale, elle affectera le business model de l'entreprise. Et là, voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai pris. 16 minutes. Oh, j'ai été rapide. Bon, on aura plus de temps pour les questions. Alors Lily, je crois que j'ai parlé un petit peu vite. J'espère que personne n'a mis de commentaire en disant que je parlais beaucoup trop vite. C'est un défaut. Eh bien non, c'est que vous avez fait mouche. J'en profitais pour revenir rapidement et communiquer tout de suite dans le chatter concernant ce master transformation digitale, marketing et stratégie aux ALEM très rapidement. Et surtout, bien répondre aux premières questions, parce qu'il y en a déjà, et notamment une quant au lien entre la transformation digitale et le processus métier. Alors, voilà. C'est Romaric qui pose cette question. Bonne question de Romaric. Alors, en fait, la transformation digitale, elle est au niveau organisationnel. C'est-à-dire qu'on parle d'une organisation qui est en train de se transformer. Ce qu'on appelle les processus métiers ou les évolutions des processus métiers, c'est le type de métier dont on aura besoin dans le cadre de la transformation digitale. Alors, effectivement, je vais juste donner un point qui est un petit peu épineux qui vous permettra de comprendre cette différence. Lorsqu'une entreprise se transforme, eh bien, elle a besoin de former les salariés. Et l'une des premières personnes qu'on forme dans l'entreprise, c'est le DRH ou l'équipe RH. Parce que globalement, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Lorsque l'organisation se transforme, elle a besoin de compétences nouvelles et donc elle doit faire des recrutements. Et pour faire ces recrutements, on a besoin d'établir des fiches extrêmement spécifiques qui listent l'intégralité des compétences dont on a besoin. Ça veut donc dire que si l'équipe RH n'a pas été formée à lire le type de compétences dont l'organisation a besoin dans sa transformation et aura besoin dans les 2 ou 3 années qui viennent, c'est-à-dire les fiches de poste, si l'équipe des RH n'a pas été formée pour faire ça, eh bien les métiers ne vont pas évoluer. Donc, elle est là la différence. On a un niveau de transformation digitale qui est organisationnel et on a un niveau métier qui permet de conduire la transformation digitale. Donc, l'un des métiers qui évolue, ce sont les professions RH. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, Romaric. Très bien. Donc, effectivement, la dimension humaine et technique, puisque souvent la transformation digitale est associée, en fait. Ouais, on associe souvent la dimension technique, alors qu'en fait, elle est individuelle parce que le siège de la compétence technique, c'est l'individu, en fait. La transformation digitale, elle repose sur des gens qui ont des compétences. Oui, des compétences techniques de haut niveau, c'est vrai, mais aussi des compétences managériales, des compétences humaines. On doit être capable de travailler ensemble. Le siège de tout cela, ce sont les individus. D'accord. C'est également aussi rapport à un choc culturel. Est-ce que c'est des changements justement de valeur? Vous parliez tout à l'heure de l'usage en fait de cette transformation digitale, par exemple un peu plus du côté
choc de culture? Alors, par exemple, quand on prend le secteur industriel, si vous prenez une entreprise qui fait du retail industriel, donc des pièces, ou une entreprise qui fabrique des vis, de la visserie, par exemple, eh bien, transformation digitale, c'est pas quelque chose de spontané, parce que lorsqu'on parle de transformation digitale, ce qu'on croit souvent, c'est qu'on fait le lien entre digital et informatique. Donc, on pense comme transformation digitale, les entreprises qui sont très informatisées. En fait, la transformation digitale, ça peut concerner une, une menuiserie industrielle de 50 salariés, ça peut concerner une boulangerie industrielle, globalement, ça concerne les gens qui font. C'est juste que la transformation digitale va faire en sorte que les gens vont faire d'une manière qui sera différente. Pour faire d'une manière différente, on se repose sur la technologie, mais les individus qui font partie de l'organisation vont continuer à faire partie de l'organisation. Ils travailleront peut-être d'une autre manière. Typiquement, on a le cas de l'installation d'un ERP, un ERP qui est un logiciel qui permet de centraliser la plupart des informations et des actions dans l'entreprise. L'installation d'un ERP conduit à travailler de manière différente. Le métier d'entreprise changera peut-être un petit peu, mais le fond de l'entreprise restera le même. Elle exercera ses compétences d'une manière différente en ayant besoin de compétences différentes. D'accord. Alors, pour revenir justement sur cette modification, sur ces compétences, on a une question d'Aurélie. Bonsoir Aurélie. Donc, vous parlez d'une modification managériale. Alors, comment la digitalisation impacte les rapports humains dans une entreprise et comment la façon de manager est-elle modifiée? Alors, c'est une très bonne question. Je peux peut-être revenir à l'exemple du mail. Lorsque le mail est arrivé il y a une vingtaine d'années, on a tous commencé à travailler de manière différente. On pensait, lorsque le mail est arrivé, l'email, qu'il y aurait plus de réunions, qu'on traiterait tout de cette manière-là, qu'il y aurait plus de papier, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de réunions, on n'a jamais consommé autant de papier. Donc en fait, on a des a priori sur les modifications induites par la transformation digitale. Et en fait, dans les faits, les choses se passent de manière un petit peu différente. Donc oui, effectivement, la relation du manager au salarié change avec le digital. Elle change parce qu'en fait, on peut avoir des métriques, donc des méthodes de mesure de la performance du salarié qui seront différentes. Ça introduit une relation différente avec le manager. Mais les gros problèmes apparaissent la plupart du temps lorsque le niveau de formation n'est pas atteint en fait. Si le manager n'a pas vraiment les compétences, comprend pas vraiment ce que le salarié fait, ou si le salarié ne comprend pas vraiment sur quels critères il est managé par le manager. Lorsqu'il y a des problèmes, ce sont souvent des problèmes qui sont liés à des questions de formation ou à des questions de position dans l'organisation. Ce qu'on entend parfois, c'est chez les salariés, c'est on comprend pas ce qui se passe dans cette entreprise, on comprend pas où on va. Ben oui, parce qu'en fait, la transformation qui a été initiée, celle qui est en cours, n'a pas été expliquée aux salariés. Et quand elle n'est pas expliquée aux salariés, qu'elle n'est pas expliquée au manager, elle se vit dans la douleur. Donc là, dans ces cas-là, c'est typiquement un problème de communication interne, et c'est aussi une question d'acquisition des compétences de base de ce qu'est la transformation digitale pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc oui, il faut en avoir conscience. Lorsqu'une entreprise se transforme, les fonctions changent. Les salariés travaillent d'une manière différente, c'est une réalité, et donc les méthodes de management changent. Et comme le précise donc Romaric, qui posait la question tout à l'heure, le lien entre la transformation digitale et le processus métier, il souligne donc le business process management est donc une discipline clé quand on parle de transformation digitale. Dès qu'on parle de transformation digitale, on parle de numérisation des processus. Donc, l'une des premières choses que l'on fait, c'est on fait une cartographie des processus de l'organisation. Donc, on analyse tous les processus du processus marketing, en fait, donc le parcours du client. On analyse les processus d'expérience du client. On analyse les processus SI, en fait, du moment où la data arrive, quand elle va être transformée, qu'elle va être exploitée par un data analyst, par exemple, qui enverra ensuite les informations vers l'équipe marketing. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une entreprise traditionnelle non transformée, l'existence de silos, qui sont les silos fonctionnels, équipe marketing, équipe RH, la production, ça existe. Il se trouve que le digital produit tellement de transversalité que dans une entreprise qui se transforme, on ne peut plus penser de cette manière-là. Dans une entreprise qui se transforme, on est obligé de penser de manière absolument indispensable, processus. Et ces processus lient toutes les fonctions. Quelles que soient les fonctions, elles deviennent toutes liées. Je vais prendre l'exemple du lien entre marketing et système d'information. Lorsqu'il y a de la fréquentation sur un site web, ça produit de la data. Cette data est sécurisée sur les serveurs. C'est le travail du système d'information. Cette data ensuite est compilée. Puis ensuite, elle est analysée. Et les informations qui sont produites peuvent conduire à produire des personas qui seront utilisés par l'équipe marketing pour construire un dispositif de lead scoring, de lead nurturing et de lead scoring. Et une fois que ce dispositif a été créé, ces leads qui ont été scorés sont descendus, enfin ils descendent littéralement, ils sont envoyés à l'équipe commerciale qui, elle, va procéder aux ventes. Donc comme vous le voyez là, dans l'exemple que je vous donne, vous avez le lien entre trois fonctions
à travers un seul et même processus. J'espère avoir bien répondu à la question. J'ai utilisé des mots un peu techniques. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous pouvez reposer vos questions, préciser votre pensée. Et une autre très bonne question de Christopher qui se demande à quoi s'expose une entreprise en cas d'échec de la transformation digitale ou à une stratégie sans transformation digitale? Alors là, on va parler des catastrophes. Ça se passe très mal. Alors, une transformation digitale, pour qu'elle se passe bien, elle doit être initiée par le COMEX. Donc, elle vient vraiment de la direction générale de l'entreprise. Elle doit comporter un objectif qui peut être un objectif de positionnement sur le marché. C'est le troisième élément que j'ai mis dans la présentation. Ça peut être une question de positionnement sur le marché, ça peut être une question de toucher des personas qu'on touche pas habituellement, logique client. Ça peut être des questions industrielles, modernisation de l'outil industriel. Il peut y avoir autant de questions que possible, en fait, inimaginables. Mais ce qui est absolument fondamental, c'est que la transformation digitale, elle doit être alignée avec la stratégie de l'entreprise. Une stratégie est formulée, la transformation digitale s'aligne avec la stratégie, ce qu'on appelle l'alignement stratégique. Si la transformation digitale n'est pas conduite en fonction de la stratégie de l'entreprise, vous allez vers un effondrement. Il n'y a pas de cohérence en soi. La transformation digitale n'est pas menée parce qu'on doit se transformer. La transformation digitale est menée parce qu'on veut réaliser une stratégie qui peut être une stratégie de valeur, ce qui est très souvent le cas avec comme objectif de taux de marge, mais ça peut être une stratégie de conquête, ça peut être une stratégie défensive face à l'agression de concurrents, mais il y a un alignement absolument indispensable entre stratégie digitale et transformation digitale. On ne peut pas passer à côté. Donc oui, il y a effondrement lorsqu'il n'y a pas de cohérence entre les deux. Oui, la transformation digitale, dans ces cas-là, se passe très mal. Je peux vous donner des exemples. Alors dans mon livre, j'ai l'exemple de Michel. Un ERP est installé dans une entreprise. Bon, je vais vous donner l'exemple. Alors un ERP est installé dans une entreprise. Michel travaillait il avait l'habitude de travailler sur son fichier Excel. Il avait 2 petits écrans. Il travaillait tranquillement, il était très efficace. Et tout à coup, il y a un ERP qui est installé. Cet ERP qui est installé, lorsqu'on installe un ERP, il y a 2 enveloppes. Il y a l'enveloppe ERP, donc déploiement de la technologie, et puis il y a une enveloppe formation. Mais la plupart du temps, l'enveloppe déploiement est dépassée et on rogne, pour ne pas générer de nouvelles dépenses, on rogne sur la formation. Ça veut donc dire que globalement, très très souvent, lorsqu'un ERP est installé, les salariés sont peu formés, mal formés. Et donc, ils ne savent pas vraiment utiliser l'ERP. Sauf que le manager de Michel, lui, il dit à Michel d'utiliser l'ERP parce que maintenant, il y a un ERP et que son manager, au manager de Michel, on lui a dit maintenant, il faut que toute l'équipe travaille dessus. Donc, Michel, il commence à travailler sur l'ERP, sauf qu'il n'est pas habitué à travailler sur l'ERP. Et comme ça marche pas et qu'il n'y arrive pas, bah, il continue à travailler sur ses petits fichiers Excel parce qu'il a des macros qui vont bien, ça marche comme il veut. Il continue à travailler sur le fichier et puis il reporte tout ce qu'il fait dans l'ERP. Donc, il travaille 2 fois plus, il est plus lent, ça marche pas très très bien. Il se fait engueuler par son boss parce qu'il est moins performant, il est fatigué, il est stressé. Voici un exemple d'échec de transformation digitale. Parce que si ça marche pas au niveau de Michel, ça veut dire que ça marche au niveau de personne. D'accord. J'espère. Bonsoir Michel. J'espère que Christopher est content de sa réponse. Voilà, et que Michel Je vous présenterai Michel. Si vous voulez. Alors une autre question, alors, parce que vous parlez effectivement de comprendre ces nouvelles échelles. Et pour revenir au master spécialisé en transformation digitale de l'EM Lyon, je crois que la philosophie de ce master, c'est vraiment comment soi-même on peut s'inscrire dans ce changement-là, appréhender, accompagner donc les nouvelles dynamiques des entreprises. Et donc nous avons Yann qui nous remercie d'avoir créé ce webinaire. Merci Yann. Et donc sa question porte vraiment sur cette formation. Yann est issu d'une école d'ingénieur et il se demandait comment se mettre à niveau finalement en termes de business, de marketing, 2 aspects très peu abordés effectivement dans sa formation précédente. Est-ce que c'est nécessaire finalement d'être un expert digital pour rejoindre cette fameuse formation? Non, alors ce qu'il faut savoir, qui est un élément qui est très très important, c'est que les compétences techniques de haut niveau, ça s'acquiert par le travail. Donc la transformation digitale, elle est multifacette. Quelle que soit la formation que vous avez suivie avant, ce qui compte le plus, c'est de comprendre les enjeux que le digital représente, c'est d'avoir la volonté de se former, c'est d'avoir la volonté d'apprendre, et c'est surtout de se sentir comme il faut que vous vous visualisiez bien comme exerçant un métier de ce type-là, des métiers que je vous ai décrits ensuite. Et si vous visualisez ça, le fait de ne rien connaître au marketing ou à la stratégie avant de venir pose pas de problème. Je vous donne un exemple de manière très très concrète. La promo est très hétérogène parce que les gens viennent de plein de filières différentes.
mais ce qui les unit, en fait, c'est la volonté de se former au digital, de manière générale, à un haut niveau. Donc, ce qu'on fait, c'est le premier cours de la formation, c'est vous passez une semaine avec moi, où on fait un séminaire de stratégie digitale qui dure 5 jours, qui est extrêmement intense, avec des équipes, avec plein de compétences différentes. Ça veut donc dire que vous allez avoir une équipe avec quelqu'un. Une équipe typique, c'est quelqu'un qui a eu une formation en finance ou en compta, quelqu'un qui a une formation en marketing et qui connaît rien à la compta et rien à la tech, quelqu'un qui vient d'une filière ingénieur, qui comprend la tech mais qui connaît pas le marketing parce qu'il en a jamais fait, quelqu'un qui vient d'une formation productive par exemple, et par la combinaison de ces compétences différentes, vous allez construire une stratégie digitale, donc former les personas, déterminer comment vous allez changer votre offre, déterminer le positionnement de votre offre sur le marché, déterminer le type de processus que vous allez concevoir. Et chacun, par ses compétences d'origine qui sont différentes, va contribuer à un niveau différent au groupe. Et de toute façon, au fur et à mesure où vous vous formez, vous allez acquérir toutes ces compétences. Donc, ce qui compte le plus, c'est la complémentarité. Si vous venez, que vous êtes un expert du digital, ou vous êtes un expert du marketing digital, vous n'allez pas tirer de profit de la formation. C'est pas dans ces cas-là que la formation elle prend son sens. Là où elle prend son sens, c'est quand vous avez d'autres compétences et que vous venez comprendre comment ça se passe. Depuis le début du webinaire, ce que je vous explique, c'est que la transformation digitale, elle impacte tous les métiers. Donc, si votre métier d'origine est dans les SI, vous allez être impacté d'une manière différente que si votre métier d'origine est dans le marketing ou si votre métier d'origine est dans la productique. Vous serez impacté d'une manière différente, votre métier va changer. Donc vous, avec cette formation, vous exercerez un métier différent par la suite. Voilà. J'en parle avec passion parce qu'en fait, je travaille avec des gens qui sont extrêmement différents. Je forme des DG depuis très très longtemps et elle est vraiment là la bonne facette. La bonne facette, c'est que dans le digital, la demande en termes d'emploi est tellement importante qu'il n'y a pas un type de métier auquel on vous forme. Il y a 3, 4, 5, 10 types de métiers différents auxquels on vous forme. Et c'est pour ça qu'on a conçu une équipe d'intervenants qui sont tous extrêmement différents, qui viennent d'horizons différents. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. C'était Yann, hein, c'est ça? Exactement. C'était Yann. Et voilà. Donc, encore une fois, donc la diversité fait toute la richesse de la cohorte. C'est une nécessité. Vous parliez tout à l'heure de compétences transverses et voilà, d'avoir justement ces expertises. Parce qu'on parle de processus, en fait. Bien sûr. Donc ça, voilà. Et donc j'en renvoie encore une fois au campus Chanel où vous explicitez justement tous les bienfaits de cette diversification de parcours. C'est ce qu'on a essayé de montrer pendant le campus Chanel avec les deux anciens diplômés. Effectivement, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que dès qu'on parle de processus de création de valeur, ce qui est absolument indispensable, c'est de créer de l'homophilie, c'est-à-dire des gens très différents qui sont ensemble pour une raison qui est créer de la valeur en utilisant le digital, mais ce sont des gens très différents. C'est le fait que tout le monde soit très différent qui produit de la valeur. Si on avait trop d'endogénéité, c'est-à-dire uniquement des gens qui se ressemblent, on pourrait pas. Ça aurait pas de sens d'avoir une formation de ce type-là. On la ferait différemment. Ça aurait pas de sens. Et on n'aurait pas cette richesse qu'on obtient par le fait que les gens sont très différents. Alors des profils, on en a de plein de sortes. Hein. On a effectivement des élèves ingénieurs. On a des gens qui viennent de grandes écoles, hein, comme Lyon et d'autres grandes écoles, comme le SCP, l'ESSEC. On a aussi des gens qui viennent de filières universitaires. Hein. On a une jeune fille qui s'est formée au RH à l'université. On a une psychologue qui s'est formée au RH. Voilà, ce sont des profils très différents. Alors la question, on pourrait la poser dans le même sens. Tenez, je rebondis sur Yann. Quand j'ai une jeune fille qui est psychologue et qui vient se former au digital, la question qu'on pourrait poser, c'est elle est psychologue, elle n'y connaît rien au marketing, à la strat et à la finance. Pourquoi est-ce qu'elle vient suivre une formation en transformation digitale? Elle vient suivre une formation en transformation digitale parce que la transformation digitale repose sur la compréhension des individus. Et donc, par ses compétences en psychologie, qui sont cœur de métier à l'origine, elle va pouvoir se greffer sur des équipes RH ou sur des équipes marketing, sur des équipes RH pour le recrutement. La transformation digitale repose sur le recrutement, sur les compétences, ou alors sur des équipes marketing. La transformation digitale en marketing repose sur la compréhension des personas, ou alors sur des équipes en management. Les équipes en management, le management repose en partie sur l'empathie, sur la compréhension de l'autre. Et donc, sa compétence de cœur, en fait, qui est la psychologie, elle pourra l'utiliser d'une manière complètement différente en fonction du type de voie qu'elle choisit dans le domaine du digital. D'accord. Je pense que du coup, ça répond également à une question alors que nous posait Antoine. J'ai répondu avant la question. Eh bien oui, c'était formidable. Qui se demandait quelle porte il pouvait éventuellement se fermer en se spécialisant dans la transformation digitale. Là, vous venez de dire qu'effectivement, on peut. Alors, il y a une forme de polyvalence. Alors, si vous voulez être
hyper spécialisé en marketing digital, par exemple, c'est pas cette formation que vous devez suivre. Vous devez suivre une formation en marketing digital très approfondie. Parce que nous, on travaille sur la transformation de la fonction marketing. À titre d'exemple, vous avez une entreprise en B2B qui est une entreprise industrielle de 2000, 3000 ou 5000 salariés. Elle sait que sa fonction marketing n'est pas adaptée aux besoins aujourd'hui du marché. Elle va transformer sa fonction marketing. Et donc, nous formons des gens qui sont capables de le faire. Donc, c'est une sorte de chef de projet de transformation de la fonction marketing. C'est ça qu'on fait. Si vous arrivez dans un service SI qui doit être transformé, vous allez transformer le service SI. Parce qu'on va former un chef de projet de transformation digitale. Donc, en fait, on ne cherche pas à former un expert en marketing digital, on va former quelqu'un qui sera capable de transformer la fonction marketing de l'entreprise parce qu'il aura les compétences de base du marketing digital. Et dans ce cas-là, si vous voulez vous former, il vaut mieux avoir des compétences de base en marketing digital dans ce domaine très spécifique. Mais si vous voulez être chef de projet de transformation digitale, vous n'avez pas besoin de compétences en marketing. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ces compétences? Donc non, vous ne vous fermez pas de porte dans le domaine du digital. Par contre, si vous voulez travailler dans un domaine connexe, en fonction de ce que vous voulez faire, là, peut-être qu'il faudra avoir une formation, suivre une formation complémentaire. Mais ça, je pense que c'est une question qu'il vaut mieux traiter avec Lily ensuite. Lily vous donnera les documents qui vous permettra de déterminer si, en fonction du métier que vous voulez faire, vous voulez suivre cette formation. Soyons très clairs, ne faites pas d'erreur en fait. Si vous voulez devenir un expert du marketing digital, c'est pas cette formation qu'il faut suivre. On en a d'autres à Lyon que vous pouvez suivre. Par contre, si vous voulez être capable de transformer la fonction marketing, oui, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez être chef de projet de transformation digitale, vous êtes au bon endroit. Hein, si vous voulez être DSI, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. Parfait. Alors justement, ça enchaîne encore une fois avec la question d'Alexandre. Et avant de revenir à la question de Tiffany qui était mais là, comme voilà, je pense que Alexandre se demandait comment vous avez trouvé finalement votre vocation. Il évoque votre livre. Je sais qu'il y en a d'autres à venir. Voilà, il se demande comment vous avez trouvé votre voie dans la transformation digitale. Comment vous est venue cette passion. Effectivement, vous en parlez avec passion. Ouais, j'en parle avec passion. Et qui est d'ailleurs reconnu via vos recommandations LinkedIn. Alors, comment se découvre-t-on cette merci beaucoup. passion? Alors, j'ai un peu d'histoire personnelle là-dessus. Alors, moi, j'ai appris à coder quand j'étais enfant. J'avais 8 ans ou 9 ans. J'ai commencé à apprendre à coder en BASIC à l'époque, RIP. Donc, c'est un langage de l'époque. Donc, j'ai appris à coder des jeux et j'étais passionné. Donc, j'ai commencé à démonter les ordinateurs, ce genre de choses. Donc, moi, j'ai commencé par l'informatique, en fait. Ensuite, Internet est arrivé, 92, 93, et ça a commencé à me passionner très, très vite. Et donc, je commençais à essayer de comprendre comment ça marchait Internet. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat en stratégie. Je viens de la stratégie pure à l'origine. Et comme l'informatique et le digital, on n'en parlait pas encore. On parlait un petit peu de numérique, mais très peu. Ça a commencé. J'ai commencé à faire l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle techniquement la simulation multi-agent. Ça, c'était pour mon activité de chercheur. Mais il se trouve que j'enseigne la stratégie digitale depuis un peu plus d'une douzaine d'années. Je l'enseigne à des dirigeants. Je forme des dirigeants depuis très longtemps. Et puis, en formation initiale, je formais des étudiants en master depuis très longtemps. Mais il se trouve qu'à l'époque, on me disait, dis pas trop stratégie digitale. Parce que pour les gens, globalement, je faisais de l'internet en fait. Je faisais des réseaux sociaux, voilà, donc c'était facile en fait. Donc on me demandait, appelle ça stratégie avancée, appelle pas ça stratégie digitale. Et il se trouve que le digital a explosé il y a 4 ou 5 ans. Et maintenant, tout le monde veut faire du digital. Donc maintenant, effectivement, mon cours, je l'appelle maintenant de manière officielle stratégie digitale. Mes formations s'appellent stratégie digitale. Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais depuis 12 ou 15 ans. Donc le livre que vous avez lu, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, je vous remercie de vous être intéressé à mon travail. Ce livre, en fait, c'est le fruit de 12 ou 15 ans de travail. En fait, c'est que le digital, il n'arrive pas maintenant. En fait, toutes les bases de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est déjà très ancien. C'est très ancien. Et quand je dis très ancien, il y a une dimension technique qui est ancienne, la fin des années 60, et puis il y a une dimension usage interindividuel qui elle est plus récente. Mais globalement, c'est assez ancien. Et donc moi, je baigne dedans. Donc pour répondre à votre question, en fait, j'ai l'impression que j'ai toujours fait ça. J'ai toujours baigné dans ces sujets-là. J'ai toujours un peu fait ça. Et ma compétence d'origine de la stratégie m'a dirigé naturellement vers ce genre de choses. Ensuite, à l'origine, pour la petite histoire, je suis spécialiste d'une théorie qui s'appelle la théorie des ressources, qui fonctionne extrêmement bien avec tout ce qui est digital aujourd'hui. Donc j'ai toujours fait ça. Et donc quand les dirigeants naturellement sont venus vers moi pour commencer à me demander comment ils pouvaient changer leur entreprise, comment ils pouvaient modifier, moderniser leur fonction marketing, par exemple, ça c'est des questions qui m'étaient posées il y a une dizaine d'années.
Ben, j'ai commencé à leur expliquer, puis on n'était pas très très nombreux à l'époque. Et comme on n'était pas très très nombreux, ben, il y avait des gens qui venaient naturellement vers moi pour ce genre de choses. Et on a commencé à voir qu'en fait, il y avait beaucoup plus de besoins que ce qu'on pensait. Et donc, on a commencé à créer des formations comme ça. Donc voilà, il y a une partie parcours cheminement personnel, et puis il y a aussi une parcours, ben, votre parcours, parce que les questions que vous, étudiants ou professionnels, vous me posez depuis longtemps. Et donc, on a essayé de créer des formations qui sont en adéquation avec ces questions que vous vous posiez et que vous me posiez. Alors, très rapidement, sur le critère humain, justement, Oui. en quoi ce fameux master va-t-il transformer ces étudiants pour leur donner le bon. Alors, très rapidement, pour continuer sur la question de Tiffany. Ok, alors c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent. Je dis que quand vous finissez une formation dans ce domaine-là, dans le domaine digital, en fait, vous êtes différent, vous êtes transformé d'une certaine manière. Parce qu'en fait, le siège de la transformation digitale, ce sont des individus. Tout repose sur les individus et tout repose sur la compréhension de techniques de haut niveau, en fait. Et je crois qu'on n'imagine pas ce qu'est le digital tant qu'on n'a pas commencé à se former. Quand on va commencer à travailler sur ce que c'est que la génération de leads et que vous allez découvrir en fait la nature des informations qui sont générées à travers des plateformes comme LinkedIn ou Facebook par exemple, à travers la puissance d'outils de marketing automation comme HubSpot, à travers certains mécanismes de scoring de leads comme Pardot. Quand on va commencer à travailler sur des choses-là, il y a un monde nouveau qui va s'ouvrir à vous, et un monde nouveau qui repose sur les individus, sur des compétences individuelles et non pas sur la tech. La tech, elle est là depuis longtemps. La question qui se pose, c'est comment on l'utilise, la tech. Donc oui, vous serez transformé. Et j'espère que vous en parlerez aux gens avec qui vous travaillerez avec autant de passion que moi, parce que on est sur un domaine qui est follement excitant. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, très bonne question de Tiffany qui se demande que, puisque le digital, dans sa transformation, est en perpétuelle évolution, les étudiants ou en général ceux qui vont être tentés de prendre ce chemin-là, la transformation digitale, ne sont-ils pas amenés finalement à être obsolètes dans quelques années à la sortie notamment d'un cursus scolaire, pardon. Alors, c'est une excellente question. C'est une question qui me posait extrêmement régulièrement. On me l'a posé en conférence il n'y a pas très très longtemps. On considère que l'obsolescence des connaissances, avec l'arrivée des technologies digitales depuis 10-12 ans, on considère que l'obsolescence des connaissances, donc des compétences en fait sur les domaines techniques de ce type-là, est aux alentours de 5 ans. Donc effectivement, la vraie question c'est, est-ce que les jeunes qui sortent d'une formation de chez nous, est-ce qu'ils sont pas déjà obsolètes? Est-ce que le marché n'a pas déjà changé? En fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est la chose suivante. Une compétence, c'est une connaissance qui est mise en action. Donc nous, on vous forme pas à des compétences qui sont ancrées à un moment précis. Ce qu'on vous forme, on vous forme à acquérir des compétences. Globalement, quand on vous forme à utiliser HubSpot, on vous forme pas à un logiciel. On vous forme à comprendre le mécanisme de lead scoring. Quand moi, je vous apprends à utiliser la méthode BUMP, qui est une analyse de marché basée sur les business models, je vous apprends pas, en fait, à utiliser une méthode. Je vous forme à comprendre comment cette méthode marche et à concevoir vos propres outils que vous utiliserez par la suite. Donc, en fait, le seul moyen de vous protéger avec le digital, avec l'évolution des marchés, c'est non pas de vous former à une compétence ancrée dans un moment précis, mais c'est de vous former à créer vos propres compétences. Et le seul moyen, c'est de vous permettre d'acquérir des compétences techniques de haut niveau. Parce que ces compétences techniques de haut niveau, vous allez ensuite les faire évoluer par vous-même et vous allez acquérir de nouvelles compétences qui seront liées au métier que vous allez exercer, à l'entreprise dans laquelle vous serez. Ce sont les fameuses compétences métiers dont on parlait tout à l'heure. Donc oui, vous devez vous former à vous former. C'est un peu ça quand même, être un early maker. Alors, question suivante, je suis chaud là. Oui, pardon. Alors, encore, voilà, une question. Une personne qui aimerait participer au MSTDMS en septembre. Ouais. Voilà. Comment candidater? Quels sont les points forts? Ça, vous pouvez certainement donner déjà les points de vue. Moi, je reprendrai, bien sûr, tout dans le détail, cette relation privilégiée jusqu'à une candidature sereine. Mais expliquez-nous un petit peu ce MS, les moyens d'y entrer, qu'est-ce que vous attendez? Alors, globalement, les points forts d'une candidature attendue. Alors, globalement, nous, ce qu'on cherche, ce que je cherche chez un candidat, alors, en fait, c'est assez simple. D'abord, la première chose qu'on cherche, nous, c'est un peu de passion. Moi, je veux des gens qui sont un peu engagés. Je veux des gens. La question que je pose souvent lorsque je fais les entretiens, c'est en quoi la promo sera meilleure avec vous plutôt que sans vous. Je veux un peu de passion. On veut des gens qui sont engagés et ça, c'est très important. La seconde chose qu'on veut, on veut des gens qui ont une grosse capacité de travail pour une raison qui est très simple. On va changer votre monde dans cette formation.
Quand vous serez avec un de mes copains qui vient de chez Amazon, qui va vous expliquer en 3 jours comment le retail s'est transformé, il faut que vous soyez prêt à entendre ça parce que ça va bouleverser pas mal de choses. Quand vous serez avec mon copain qui dirige une agence et qui va vous expliquer ce que c'est que le lead scoring et que vous allez découvrir comment on est traqué, comment se protéger et comment utiliser ces techniques-là, ça va changer votre monde. Donc globalement, on a besoin de gens qui ont une grosse capacité de travail parce que il y a du travail, parce que votre monde étant donné qu'il est différent, vous allez voir le type de compétences que vous allez acquérir. Et puis la troisième chose qu'on veut, on veut des gens qui soient capables de travailler avec des gens qui sont différents. Oui, moi, vous avez une formation en compte analytique et vous avez jamais fait de digital, mais vous avez monté une chaîne YouTube pour parler de compta, ou alors vous avez, je sais pas moi, une page Instagram où vous mettez des photos de plans comptables, je raconte des bêtises, mais ou alors, je sais pas, moi, vous avez un blog où vous expliquez que la compta c'est pas ennuyeux. Et ben là, vous m'avez montré que vous avez déjà pas de grosses compétences digitales, mais vous avez déjà un peu compris comment on interagit avec les gens, puisque le digital, c'est une question d'individu. Donc déjà, vous avez compris que vous pouvez vous adresser à une communauté, et même si vous, sur votre chaîne YouTube, il y a que 100 abonnés, eh ben, c'est pas grave, parce que ce que vous avez fait, c'est que vous avez commencé un processus. Et ce processus, dans ces cas-là, eh ben, vous venez le continuer avec moi, et avec mes amis, avec qui nous animons la formation. Par contre, si vous vous dites, le digital, c'est chouette, bon, moi je connais déjà plein de trucs, je viens suivre la formation, et puis bon, bah, je suis pas vraiment là pour bosser, mais c'est sympa et tout, vous serez pas heureux dans cette formation. Vous n'allez pas vous marrer, vous vous sentirez pas bien dans cette formation. Par contre, si vous venez bosser, là, ça va vous plaire. Si vous voulez savoir ce qui se passe derrière les grosses plateformes, si vous voulez comprendre ce que c'est qu'une plateforme techniquement, mais aussi conceptuellement, et si vous voulez savoir managérialement comment est-ce qu'on exerce des fonctions sur ces grosses plateformes, ben là, vous allez prendre du plaisir. Hein. Si vous voulez juste savoir comment on poste une publicité sur Facebook, et ben là, dans ce cas-là, vous n'êtes pas vraiment à la place parce que nous, ce qu'on fait, on va pas faire de vous des experts de social media. On fait de vous des experts de la transformation digitale. Ce sont des métiers qui sont assez différents. Bien sûr, on parlera de médias sociaux, mais on va pas faire de vous un community manager. C'est pas ça qu'on fait. On forme pas des community managers. On forme pas des experts en marketing digital. On forme pas des experts SI. Non, nous, ce qu'on forme, c'est des experts de la transformation digitale. Donc, si vous voulez apprendre à transformer une fonction, vous êtes au bon endroit. Par contre, si vous voulez juste faire un peu de digital, bah, laissez votre place à des gens qui sont plus engagés. Oui. Alors justement, vous parlez de transformation de la fonction marketing. On a une question de Caroline qui se pose exactement cette question. Quelle est votre vision de la fonction marketing de demain? Alors, il se passe des choses très très simples. C'est que, alors, je fais un tout petit peu d'histoire. En fait, la fonction marketing et la fonction vente ont beaucoup changé ces dernières années. À l'origine, ça se passait de la manière suivante. Le marketing faisait du push. On était dans une logique qu'on appelle la logique outbound. Le marketing faisait du push sur les marchés par les publications, par la publicité. Vous vous souvenez, hein, certains d'entre vous allaient peut-être sur Mega Upload il y a quelques années. Il y avait des bandeaux publicitaires, il y avait des pop-up dans tous les sens. Bon, ça, c'est du push. Et puis, le push permettait de générer des prospects et l'équipe commerciale, derrière, eh ben, elle rentrait dans un plan commercial avec la phase de découverte. Excusez-moi, j'ai pris froid. Voilà. Avec la phase de découverte, je vais juste boire un tout petit peu d'eau et je vous réponds. Voilà, excusez-moi. Ensuite, la phase, l'équipe commerciale faisait son plan de vente avec la phase de découverte jusqu'à la commercialisation. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est extrêmement différent. La première révolution de la fonction marketing, c'est l'arrivée des technologies inbound. C'est-à-dire qu'on ne va plus vers le client, on déploie des dispositifs qui vont conduire le client à aller vers votre offre. Donc, on est déjà dans une logique qui est extrêmement différente. Ça veut aussi dire que la place de la fonction commerciale n'est plus la même par rapport au marketing. Parce que si c'est le client qui vient vers le marketing, chronologiquement, la première personne en contact avec le client, c'est le community manager. C'est-à-dire que le community manager devient le premier commercial. C'est-à-dire qu'il y a des actions déjà commerciales qui sont entreprises par le marketing. Pourquoi est-ce qu'on appelle un site web un site de e-commerce? E-commerce, ça devrait être la fonction commerciale. E-commerce. Ah non, c'est déjà le marketing. Et ensuite, les personnes, donc les prospects qui arrivent, sont scorés. Donc, on leur donne des caractéristiques. Et ces caractéristiques sont envoyées aux commerciaux qui sont intéressés commercialement par ces caractéristiques spécifiques. Ça veut donc dire que la relation entre le marketing et le commercial a changé. Ça veut dire que le marketing travaille sur des données qui sont produites par le département SI ou par le département finance. Ça veut donc dire que le marketing n'est plus à la même place
dans la chaîne de valeur. Et ça, c'est uniquement lié au fait que nous soyons passés d'une logique outbound à une logique inbound. Il faut savoir que la plupart des départements marketing dans la plupart des entreprises sont dans une logique outbound et souhaitent rentrer dans une logique inbound sans comprendre comment faire. Et comme ils savent pas le faire, eh bien, ils attendent ou alors ils recrutent quelques personnes un peu compétentes, mais ils savent pas bien le faire. Voilà. Une autre question? Alors, on a une question concernant comment dire, l'association des enjeux de transition énergétique. Ah oui. Voilà, avec les entreprises au sein de leur transformation digitale. Alors, si je comprends bien, c'est la transformation donc Mathieu, si je comprends bien votre question, c'est l'utilisation finalement de cette transformation digitale qui est un processus vers des nouvelles valeurs finalement plus écologiques, une transition écologique de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple de transformation digitale. Dans le BTP, il y a une nouvelle technologie qui vient d'arriver qui s'appelle le BIM. Le BIM, c'est une technologie qui permet de passer de plans en 2D à des plans en 3D. C'est-à-dire que globalement, l'entreprise qui fabrique un hôpital, elle peut avoir un plan en 3D et elle peut connaître les interventions de tous les corps de métier sur son plan en 3D. Cette technologie, c'est une technologie récente qui s'appelle le BIM. Et cette technologie, elle change la chaîne de valeur de l'entreprise qui va fabriquer l'hôpital. Et comme on peut voir le plan tout de suite, on peut tout de suite agir au niveau écologique sur les matériaux qui seront utilisés, sur le type de technologie qu'on va utiliser pour produire de l'énergie. Donc la transformation digitale, elle va affecter la production du bâtiment lui-même et on peut anticiper beaucoup plus. On peut mieux coordonner les métiers, mais on peut aussi déterminer avant la construction du bâtiment son niveau je dirais, entre guillemets, de fait d'être énergivore ou pas. Et donc, c'est comme ça qu'on construit des bâtiments qui sont à faible niveau de consommation énergétique, grâce à ce type de technologie. Donc, la transformation digitale, eh ben, en fait, en soi, elle ne le permet pas. Mais son utilisation, la façon de transformer l'organisation, comme je vous l'ai dit, on transforme une organisation, on met une transformation digitale si on a un objectif. Si l'objectif est un objectif écologique, la transformation digitale est en adéquation. Donc, la transformation digitale n'est pas écologique par essence, elle devient écologique si la dimension écologique est importante. En sachant que je suis particulièrement préoccupé par ce genre de questions, donc je ne manquerai pas de vous en parler de manière abondante pendant le master. Donc oui, personnellement, c'est plutôt quelque chose dans lequel je suis engagé. Donc nous en reparlerons. Parfait. Et Swan se demandait si vous avez un exemple concret de réussite. De transformation digitale? Certainement. Des exemples de réussite de transformation digitale. Laissez-moi réfléchir un instant. C'est toujours compliqué avec les exemples. On cherche un exemple qu'on peut expliquer facilement. Qu'est-ce que j'ai comme exemple récent de transformation digitale? J'en ai pas qui me vient à l'esprit. Par exemple, que le journal L'équipe doive je vais parler du Monde et du Figaro. Mieux. Alors aujourd'hui, sur tous les journaux français, il n'y a que 2 journaux aujourd'hui qui ont une version en ligne en partie gratuite. Il n'y a que 2 journaux qui ont réussi la transformation digitale, c'est Le Monde et Le Figaro. Le Monde et Le Figaro ont réussi la transformation digitale pour des raisons différentes, avec des audiences différentes, mais ce sont les 2 seuls à avoir réussi. Libération, on est à la 6e ou 7e version de son site web. Et si vous allez sur le site du Monde, la vision que vous aurez du site du Monde, quand vous irez sur la première page, elle sera différente de la mienne. Parce qu'en fait, globalement, Le Monde a construit aujourd'hui une version qui est conçue comme des briques et dont la version change en fonction du persona, donc du type de persona auquel vous appartenez, de votre mode de comportement. Ben voilà, là, on a un bel exemple de journal Le Monde. Si vous voulez voir des exemples de transformation digitale sur des médias, sur des sites web, je vous conseille d'utiliser un site qui s'appelle Web Archive. Vous allez sur Web Archive. Web Archive, c'est un site qui est financé par une fondation publique, qui est globalement la mémoire du web. Et vous pouvez aller sur les sites web et vous pouvez aller voir comment les sites web étaient il y a 10 ans. Eh bien, allez voir le site du Monde, vous allez voir comment ils ont opéré la transformation digitale. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Le Monde, c'est un superbe exemple. Voilà, j'ai mis un peu de temps pour le trouver, hein. Alzheimer précoce, mais bon, voilà. Voilà. Je mets tout de suite le lien du coup vers webarchive.org. Exactement. Ok. Tout à fait. Voilà, afin que vous puissiez effectivement vous rendre compte de ces exemples flagrants. Pour l'instant, nous n'avons plus vraiment de questions directes. Peut-être des questions peut-être générales. Comment trouver cette information, la Web Archive pour des cas concrets? Comment, si on s'intéresse à la transformation digitale, vers où peut-on se diriger aujourd'hui? Alors, il y a votre livre, bien entendu. J'ai mis le lien. La Web Archive que je communique également. Quelles seraient vos préconisations pour avoir au moins une vision et peut-être se présenter à votre master spécialisé en ayant
une bonne recherche derrière soi? Alors, soyons honnêtes, on est sur un champ qui est assez émergent. Il y a assez peu de spécialistes. Ça commence, mais il y en a assez peu. On a assez peu de ressources bibliographiques de haut niveau. En termes de recherche, la recherche la plus ancienne date d'il y a 6, 7 ans, 8 ans. Donc, on a peu d'antériorité là aussi. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur des blogs d'experts. Vous avez le blog du modérateur, qui est un blog sur lequel on trouve souvent des informations qui sont intéressantes. Le journal du community manager, parfois, on trouve de bonnes choses. Vous avez Presse Citron, parfois, vous trouvez des choses intéressantes. Vous avez la rubrique Pixel du journal Le Monde, où vous trouvez souvent des choses qui sont assez pertinentes. Je vous encourage à suivre un psychologue qui s'appelle Yann Leroux. Vous trouverez ses coordonnées sur Facebook ou vous tapez sur Google. C'est un spécialiste du digital chez l'enfant, par exemple. Vous avez globalement, vous trouverez des experts dans des champs qui sont un peu différents. Vous avez un livre qui traite de digital chez l'enfant qui s'appelle It's Complicated. Vous le trouverez sur Amazon. Le nom de l'auteur ne me revient pas, qui est une psychologue, me semble-t-il, qui a fait une étude longitudinale, donc sur une très longue période, sur comment les enfants se comportent avec les écrans. Vous serez très surpris de voir qu'en fait, c'est extrêmement différent de ce qu'on croit. Vous avez des articles aussi qui parlent de la vie soi-disant virtuelle qu'on a avec World of Warcraft, des effets des jeux vidéo sur les jeunes. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, au lieu d'isoler les adolescents ou les jeunes, les jeux vidéo ont plutôt tendance à créer une socialisation d'un autre type. C'est qu'on a tendance à projeter des croyances sur ce qui se passe, elles sont en fait extrêmement différentes. Moi, je vous conseille de commencer à aller chercher des informations à droite, à gauche, commencer à vous renseigner, mais surtout essayez d'être mu par votre passion, en fait, parce que si on n'est pas passionné maintenant, on sera passionné quand? Ok? Apprenez des trucs dans le digital, vous allez vous marrer. Je pense que c'était le mot de la fin. Super. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir rejoints. Au revoir. Je ne retrouve plus le bouton pour le fermer. C'est ici. Tac. Et voilà.